Bonjour, donc on va voir aujourd'hui la leishmaniose viscérale. Donc on va aborder la question selon le plan suivant. Donc comme introduction, définition, intérêt de la question, un rappel parasitologique, diagnostic clinique et paraclinique, différentes formes cliniques, les principaux diagnostics différentiels, l'évolution de la maladie et les séquelles. Enfin, donc prophylaxie et conclusion. Donc, la leishmaniose sont des affections parasitaires transmises lors d'une piqûre infestante d'un insecte diptère appelé phlebotomes, due à la multiplication dans le système articulo-cystitaire des mammifères de protozoaires flagellés du genre Leishmania. C'est une maladie à déclaration obligatoire. C'est une affection généralement, elle est fréquente en Algérie. On avait noté une prédominance masculine avec un pic de fréquence à l'âge de 1 an. Donc, 2 pics d'activité, un estival et un deuxième pic en mois de septembre-octobre. C'est une maladie grave, mortelle, en absence de traitement. Cependant, la guérison définitive sans séquelles sous traitement est possible. Donc, l'agent pathogène de la maladie est un protozoaire flagellé sanguicole de genre Leishmania et espèce Infantum. Donc, il existe 2 formes évolutives. La première, c'est la forme promasticote. Elle a une forme fuselée, menée d'un flagelle. Elle sera mobile. Elle est présente au niveau du tube digestif des phlebotomes. La deuxième forme évolutive, c'est la forme amastigote. Elle a une forme arrondie ou ovalaire. Elle est dépourvue de flagelle, donc elle sera immobile. Elle est présente dans le système des phagocytes mononucléés de l'hôte définitif, entre autres l'homme. Donc, le vecteur de la leishmaniose viscérale est un insecte diptère de petite taille, généralement de 2 à 3 mm. Seules les femelles sont hématophages. Elles ont besoin de sang pour le développement de leurs œufs. Les réservoirs de la maladie sont généralement des animaux sauvages et péridomestiques. Donc, il s'agit le plus souvent des rongeurs et des animaux de la race canine. Par exemple, le chien, par exemple. Donc, en ce qui concerne le cycle du parasite, lors du repas sanguin, les femelles s'infectent en prélevant des formes amastigotes qui se transforment dans le tube digestif de ces dernières en promastigotes, puis subissent un cycle complexe de division métotique appelé métacyclagénèse. Donc, la forme promastigote métacyclique sera inoculée dans le derme d'un mammifère lors d'une nouvelle piqûre. Ils vont parasiter l'homme sous forme amastigote. Ils vont parasiter les cellules du système phagocytaire mononucléé. Donc, le diagnostic de la leishmaniose viscérale est orienté par le tableau clinique, par des données épidémiologiques, confortées par des données biologiques spécifiques et non spécifiques, et la sérologie. La confirmation diagnostique repose sur des arguments parasitologiques, entre autres l'étude en microscope électronique et la culture, complétée plus récemment par des techniques de biologie moléculaire. Donc, nous allons prendre comme type de description la leishmaniose de l'enfant de 1 à 3 ans. Donc, généralement, l'incubation elle est longue, de 6 semaines à 6 mois, rarement moins de 10 jours. Elle est parfois plus durable jusqu'à 34 mois. Après une phase d'invasion, qui peut être progressive ou parfois au contraire brutale, avec des pics fébriles élevés. La fièvre est un signe clinique constant et fréquent. Suivi d'une phase d'état où la fièvre est intermittente et régulière,
avec deux pics quotidiens, donc elle est qualifiée de fièvre folle. Elle est rebelle à toute thérapeutique et elle ne cède que sous traitement spécifique ou sous corticoïdes. Donc, après la fièvre, le deuxième élément de la triade est la splénomégalie. Donc, c'est un signe précoce et fréquent lié à une hyperplasie du système réticulo-osseocytaire. Donc, c'est une splénomégalie en équerre, homogène. Elle est dure, indolore, le plus souvent volumineuse. Donc, c'est la plus grosse de toutes les rates infantiles pouvant dépasser l'ombilic. Donc, à côté de cette triade, vous aurez donc d'autres signes, entre autres, donc l'amaigrisement visible, surtout au niveau des membres et du thorax, contrastant avec la distension abdominale, une hépatomégalie qui est en général discrète ou modérée, elle est rarement volumineuse, le foie est indolore à la palpation et à la percussion. Des micropolyadénopathies superficielles peuvent apparaître au cours de l'évolution aux gîtes cervicaux, inguinaux, plus rarement axillaires. Donc les ganglions sont petits, fermes, indolores et mobiles. La malnutrition est fréquente, souvent accompagnée de troubles digestifs, type anorexie, nausées, vomissements, diarrhée, avec syndrome de malabsorption. Un syndrome œdémateux avec ascite, une atteinte respiratoire qui peut être en rapport avec une malnutrition associée à des troubles digestifs avec un syndrome de malabsorption. Un syndrome œdémateux avec ascite, une atteinte respiratoire en rapport avec soit une infection bactérienne vue la leucopénie, ou bien une pneumopathie interstitielle. Des troubles hémorragiques à type épistaxis parfois très abondante, plus rarement un purpura. Une protéinurie discrète ou hématurie qui traduirait une glomérulopathie à complexe humain, c'est-à-dire une néphrite leishmanienne. Enfin, on peut noter un subictère lié soit à l'hémolyse, soit à une hépatite leishmanienne. Donc, le tableau biologique de la leishmaniose viscérale est associé. Le tableau biologique de la leishmaniose viscérale associe une atteinte de la lignée cellulaire sanguine avec une dysprotéinémie. Donc, l'anémie, elle est normocytaire, normochrome, arogénératif. Elle est très fréquente. Cette anémie résulte de deux mécanismes différents. Un mécanisme central dû à une dysérythropoïèse par irritation de la moelle osseuse au contact des antigènes du parasite, soit un mécanisme périphérique qui résulte d'une part de l'hypersplénisme ou d'autre part d'une auto-immunité faisant intervenir le complément activé par la formation de complexes antigènes anticorps. De ce fait, l'allongement de la durée du parasitisme contribue à aggraver progressivement l'anémie. Donc, à côté de l'anémie, on a une leucopénie qui peut atteindre une leucopénie jusqu'à moins de 2000 leucocytes, favorisant ainsi la survenue des infections intercurrentes avec une thrombopénie. Donc cette thrombopénie est souvent tardive et là, elle est modérée. L'électrophorèse des protéines, en revanche, elle est très perturbée. Elle peut mettre elle met en évidence une hypoalbuminémie avec une hypergammaglobulinémie polyclonale, type surtout IgG. Un déséquilibre des protéines sériques est à l'origine d'un syndrome inflammatoire, donc une augmentation de la vitesse de sédimentation et de la CRP. Cependant, la fonction hépatique est rarement perturbée. Donc, sur le plan immunologique, la leishmaniose viscérale s'accompagne le plus souvent d'une réponse immunitaire humorale avec apparition d'un taux très élevé d'anticorps sériques. Les techniques les plus utilisées sont essentiellement l'immunofluorescence indirecte et la méthode ELISA. Cependant,
L'immuno-empreinte, c'est-à-dire le Western blot, reste la technique de choix, mais elle est très coûteuse. Le diagnostic parasitologique donc, est un examen donc, de certitude. Il repose sur la mise en évidence du parasite sur des prélèvements de moelle osseuse obtenus par ponction de la crête iliaque. Donc, le parasite est retrouvé alors dans sa forme amastygote intra- ou extracellulaire. Ou alors, après, le parasite est mis en évidence après la mise en culture sur milieu spécifique type NNN. Donc, pour retenir le diagnostic d'une leishmaniose viscérale, il faut donc un fuseau d'arguments, donc anamnestique, clinique, biologique, non spécifique et la preuve, surtout la preuve parasitaire sur frottis de moelle osseuse. Donc, la pancytopénie avec la triade clinique est très évocatrice de leishmaniose chez l'enfant. Avant de retenir le diagnostic d'une leishmaniose viscérale, donc, il est nécessaire d'éliminer devant une splénomégalie fébrile des maladies infectieuses, qu'elles soient virales, bactériennes ou parasitaires. Il faut éliminer les hémopathies malignes type les hémopathies, lymphome malin hodgkinien et non hodgkinien. Devant une forme hémorragique, il faut éliminer une leucose. Et devant une forme ectérique, il faut éliminer une hépatite virale. Et également, surtout devant une splénomégalie dans un contexte apéritique, il faut éliminer les maladies de surcharge, entre autres la maladie de Gaucher. Et surtout les anémies hémolytiques congénitales. En ce qui concerne les formes cliniques, elles sont nombreuses, parfois très trompeuses. Il existe donc des formes selon l'âge, des formes symptomatiques et des formes selon le terrain. Les formes selon l'âge, donc il y a la forme du nourrisson, c'est la forme commune décrite, et la forme du grand enfant, donc c'est une forme rare avec un tableau pauvre. Et donc après les formes selon l'âge, il y a les formes symptomatiques. Il y a la forme aiguë d'installation brutale avec un syndrome hémorragique, anémie et hépatosplénomégalie. Une forme chronique d'évolution lente et elles sont très peu fébriles. Les formes hémorragiques où le tableau clinique est dominé par le syndrome hémorragique. Les formes splénomégaliques sans atteinte hématologique, donc elle est caractérisée, donc le tableau clinique est constitué d'une splénomégalie fébrile sans atteinte de la numération formule sanguine. Une forme œdémateuse, donc à côté du tableau classique, il y a présence des œdèmes en rapport avec l'hypoprotidémie. Il y a les formes apéritiques qui sont des formes rares. La forme donc ectérique qui est en rapport soit avec l'hémolyse, soit en rapport avec une hépatite leishmanienne. La néphrite leishmanienne, elle est secondaire qui se traduit cliniquement par une protéinurie, hématurie, et enfin donc les formes oculaires qui sont des formes rares. Donc la leishmaniose viscérale peut être associée à une pneumopathie bactérienne, à une tuberculose, à une fièvre typhoïde, à une hémoglobinopathie. Il existe aussi des formes selon le terrain, donc à savoir un terrain immunodéprimé ou bien donc une leishmaniose congénitale a été décrite, mais reste exceptionnelle. Donc, arrivons au chapitre traitement. Donc, le but du traitement, c'est d'éviter les complications et guérir la maladie. Donc, avant d'entamer un traitement spécifique, un traitement symptomatique est indispensable pour améliorer l'état de l'enfant. Donc, il est basé sur les transfusions en cas d'anémie mal tolérée, une antibiothérapie en cas de surinfection bactérienne, restauration de l'état général en cas de malnutrition protéino-énergétique avec correction des troubles hydroélectrolytiques. Donc, et parmi les moyens, le traitement, les moyens de traitement spécifiques, c'est l'amphotericine B liposomale,
c'est-à-dire l'Ambisome. Donc, c'est le traitement de première intention recommandé par l'OMS. Dans le mécanisme d'action, donc cette molécule va se lier sur l'ergostérol, donc qui est un composant essentiel de la membrane parasitaire du leishmaniose, perturbant ainsi la perméabilité du parasite, ce qui va la tuer. Donc, c'est une molécule c'est une molécule sans effet secondaire et donc la deuxième, en cas de manque de cette molécule, en absence de cette molécule, le glucantime sera donc prescrit à la posologie de 20 mg kg/jour une cure de 30 jours, administrée en 2 prises, donc 2 injections IM par jour, une matin et une autre le soir, sans dépasser 850 mg par jour. Donc, parmi les effets secondaires de cette molécule, les signes de cibo-intolérance observés dès les premières injections à type frisson, hyperthermie, éruption cutanée, tachycardie, lipothémie, et des signes de cibio-intoxication, elles surviennent tardivement vers la fin du traitement, type hyperthermie, polynévrite, arthralgie, myalgie, troubles cardiaques, atteinte hépatique, pancréatique, rénale et accident hématologique. Cette molécule est contre-indiquée en cas d'atteinte cardiaque, rénale, hépatique grave, avec syndrome hémorragique et tuberculose pulmonaire évolutive. Donc, après avoir, pour la conduite pratique, donc on commence toujours par le traitement symptomatique, suivi d'un traitement spécifique en bisone, utilisé en première intention selon recommandation de l'OMS, à la dose à raison de 10 mg kg en 2 jours consécutifs ou bien fractionné sur une durée de 6 à 6 jours, sans dépasser 20 à 40 mg kg. Et donc, ce sont des perfusions perfusions lentes de 30 à 60 minutes. La deuxième molécule, c'est le glugantime, prescrit à la dose de 20 mg kg/jour en 2 injections en IM profonde le matin et une deuxième injection le soir, sans dépasser donc 850 mg par jour. Une seule cure de 30 mg, une seule cure de 30 jours est généralement suffisante. Donc, pour la surveillance de la maladie au cours du traitement, pendant le traitement, on surveille la maladie et le traitement. Donc, pour la maladie cliniquement, une courbe pondérale et une autre de température seront faites régulièrement. Auscultation cardiaque et enfin le calque hépatosplénique une fois par semaine. Biologiquement, bilan inflammatoire, formule VS une fois par semaine, ainsi qu'une électrophorèse des protéines. La surveillance du traitement, en cas de prescription du glucantime, on va surveiller les signes surtout de cibio-intolérance. Donc, en absence de traitement de la leishmaniose viscérale, l'évolution spontanée se fait vers la mort. En cas de traitement, généralement, elle est favorable. La température se normalise en 3 à 5 jours. La splénomégalie régresse progressivement. L'hépatomégalie également a une évolution parallèle à celle de la splénomégalie. Hématologie. Dans ce plan hématologique, la réparation elle est progressive dès la fin de la première cure, avec normalisation de taux de plaquettes de l'hémoglobine et de la leucopénie, avec disparition rapide du parasite. Donc, pour conclure à une guérison, certains critères sont indispensables. Entre autres, la périxie de plus de 2 mois, reprise pondérale, disparition du parasite dans différents prélèvements de la moelle osseuse. Donc, à la fin du traitement, des séquelles sont possibles.
à type, donc ces séquelles peuvent être graves à type d'hypersplénisme nécessitant parfois une splénectomie, une cirrhose. Cependant, une rate résiduelle, une hypergamoglobulinémie, érythroblastose sont possibles, mais elles sont bénignes. Donc reste donc la prophylaxie, elle est indispensable. Donc il faut lutter contre le réservoir, le vecteur ainsi que le sujet réceptif. Pour lutter contre le réservoir, donc l'abattage des chiens errants est indispensable. Lutter contre le vecteur par l'utilisation des insecticides et des moustiquaires. En conclusion, la leishmaniose viscérale est une maladie fréquente en Algérie. Il s'agit d'une infection dont l'évolution spontanée est mortelle, pour laquelle il existe un traitement spécifique efficace qui assure une guérison totale et définitive dans la grande majorité des cas. Les moyens de prévention sont encore à améliorer dans l'espoir d'une vaccination. Merci.